soir pour la réunion concernant la réforme des retraites. Nous avons voulu donc le groupe d'action de la France Insoumise organiser avec vous ce soir et avec les intervenants que vous présentez à la tribune le projet de réforme et les modes d'action qui vont venir. Puis chacun dira un petit mot. On laissera la parole dans un deuxième temps à la salle. Donc je vous présente Michel Larive, qui est avec nous ce soir, député de la France Insoumise de l'Ariège, Georges Picard, du Parti communiste local, Hubert Dandine, syndicaliste CGT, Stéphane Boras, syndicaliste, fonction territoriale, et Muriel Binot, qui interviendra, qui est ma co-animatrice de groupe d'action sur le Lauragais, qui interviendra sur les femmes et les conséquences de la réforme sur les femmes. Je laisse la parole à Michel Larive pour l'introduction de la réunion. Merci. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc ce texte, la réforme de retraite, nous sommes en train de traiter dans l'hémicycle aujourd'hui. Il y a plein de choses que l'on vous dit, on va essayer de traiter les choses d'une part. Notamment, il y a 10 gros mensonges. La première, celle qui dit que les retraites ne vont pas baisser. C'est moi qui vont baisser, puisque jusqu'à aujourd'hui, vous aviez donc votre calcul des pensions qui était fait sur les 25 dernières années, pas maintenant, ceci va changer, dans le privé et les 6 derniers mois dans le public. Eh bien, pour ce texte, ce sera sur une carrière complète. Alors là, je le regarde souvent plusieurs fois, carrière complète, moi, carrière complète à point, je ne sais pas ce que c'est, eux non plus ne le savent pas. C'est calculé sur un index qui n'existe pas, index de revenu moyen, d'activité, enfin, ça va. Ils ont demandé à l'INSEE, faites-nous un index. L'INSEE a dit non, on est statisticien, on ne fabrique pas des index. On a des index pour faire notre travail. On ne fait pas des index parce que le gouvernement nous demande un index. Voilà. Alors, le système, je vais aller plus vite parce que je l'ai prévu. Système universel, on dit, le système est bien sûr pas du tout universel. D'une part parce que on cotise, dans le prochain texte, vous cotiserez pour vos points. Et puis il y a déjà 5 professions, et tant mieux pour elles, qui auront un système particulier. L'idée c'était plutôt pour nous de monter le niveau et pas de le descendre. Donc ce système-là n'est déjà plus universel. Le système est juste, un euro cotisé donne les mêmes droits à tout le monde. Ça, c'est bien entendu faux, ne serait-ce que par l'espérance des ouvriers qui vivent 6 ans de moins. Et donc, forcément, le point n'aura pas la même valeur pour l'ouvrier ou un cadre. Le système est plus avantageux pour les temps partiels, car chaque heure va compter. C'est absolument faux. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir fait un tiers-temps du SMIC sur l'année pour valider 4 trimestres. Et dans le prochain texte, ce sera sur ce qui est fait, donc vous validerez une année que si vous faites une année. Le système sera meilleur pour les femmes, et là je crois que je vais en parler après, donc je vais aller assez vite. C'est absolument faux, bien entendu, puisqu'il y a un ajout de 5% par enfant, mais pour le couple. Et les gens vont calculer sur quel salaire ils vont l'indexer, c'est 5%. Si le mari gagne bien sa vie et la dame moins, ce sera sur le salaire du mari qu'il y aura les 5%. Donc à partir de ce moment-là, tant que les choses iront bien, tout ira bien. Quand les choses iront moins bien, je ne sais pas comment cela va se passer. Et puis, lorsqu'on regarde avec le système actuel, même les 5% jusqu'au 3e enfant, on a une perte de 8% par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. La réforme vise à sauver le système par répartition. Là, ça, c'est encore absolument faux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous cotiserez pour vos points. Voilà. Et si vous dépassez 10 000 €, eh bien, vous ne cotiserez pas comme les autres, qui seront eux à 22% en moyenne. Vous cotiserez 2,8%. Vous pouvez avoir beaucoup dans la salle, mais je vous informe quand même. Donc, c'est-à-dire qu'ils seront 10 fois moins solidaires que les autres, alors qu'ils n'avaient rien demandé. C'est comme pour l'impôt sur la fortune ou d'autres, peut-être que vous l'avez demandé comme ça, en catimini à notre président, mais sinon, dans la règle générale, les cadeaux qu'on leur fait,
Et donc ça, c'est comme une perte de 5 milliards d'euros, et on va expliquer après qu'il manque des sous. Alors bien sûr, on va encourager la capitalisation, et dernièrement, on me dit, mais la retraite par points, ça existe. Non, ça n'existe pas, c'est la retraite complémentaire qui existe par points. Et donc la retraite complémentaire, effectivement, c'est une retraite par capitalisation qu'on a institutionnalisée depuis un moment. Et là, l'idée, c'est que pour ces grands salaires, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis après, ce sera à vous aussi, parce que comme vous n'aurez pas assez pour vivre pendant votre période de retraite, vous direz, il faut que je fasse mon assurance retraite dès maintenant, puisque les choses vont changer. Donc on incite tout le monde à aller vers la capitalisation. AXA l'a très bien compris et fait une publicité, qui s'inspire du texte qui est débattu aujourd'hui à l'Assemblée. La valeur du point sera garantie par la loi. Alors là, c'est plutôt inquiétant, parce qu'une loi, ça se change. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la loi qui garantit la valeur du point. On est très mal barré. Il y a donc un âge d'équilibre, un âge pivot. Cet âge pivot, avant il s'appelait âge pivot. Il est devenu âge d'équilibre. Je me rappelle sur un plateau de télé, lorsque vous avez sorti l'âge pivot, j'avais quelqu'un de la CFDT à côté. Je disais, de toute manière, même si vous arrivez à faire enlever l'âge pivot, ils vont le renommer autrement. Le journaliste m'avait dit, mais à ce moment-là, on fera attention. Et une semaine après, ils l'ont remis âge d'équilibre. Et ils en ont profité pour le reculer d'un an. C'est-à-dire le mettre à 65 au lieu de 64 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeune homme qui travaille aujourd'hui, à 20 ans notamment, et qui cotisera, si ça ne bouge pas, à 43 ans, eh bien, s'il veut aller jusqu'à 65 ans, jusqu'à l'âge d'équilibre, il va falloir qu'il travaille 2 ans de plus. Ou s'il veut s'arrêter à ses 43 annuités, eh bien, il aura une décote de 5% par annuité. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on dit ça dans l'hémicycle, les gens nous disent, mais les gens ont le choix de travailler même s'ils sont à la retraite. La liberté. Effectivement, chacun a une notion bien élevée de la liberté. Bon, pour moi, la liberté après le travail, ce sera justement plus travailler. Et je leur ai expliqué que dans le mot retraite, il y avait comme une notion d'arrêt de travail. Eh bien, eux nous disent que pour que vous puissiez avoir un salaire digne, même quand vous serez à la retraite, il vous faudra continuer à travailler. C'est vrai, le concept, il fallait la trouver, celle-là. Et la réforme permettra à ce que plus personne ne puisse toucher moins de 1 000 € par retraite par mois. Si vous avez une carrière complète, ça marche sur une carrière complète. Là, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que si vous avez une carrière complète, peut-être qu'il y aura ceci. Mais à ce moment-là, c'est une carrière par points. On revient à ce que je disais au début, on sait pas ce que c'est. Et je parlerai après de la conférence de financement très vite, mais je pense que les syndicalistes ici pourront développer un peu plus ce point. Alors, c'était un engagement d'ailleurs de 1 000 € qui était prévu dans une loi de 2003 et que Chassaigne a remis au jour en 2018 et ils n'ont pas voté sur une loi qui avait proposée dans sa niche. Cette réforme est indispensable pour éviter la faillite de notre système. Alors là, c'est faux, c'est archi faux, parce que le dernier rapport du corps, sur quoi il se base, dit qu'il peut y avoir possiblement un déficit entre 8 et 17 milliards. Mais les rapports précédents, celui de juin, il disait que l'équilibre était atteint, lui, en 2040. Et le corps dit que, effectivement, ce déficit proviendrait de la baisse des cotisations. Tiens, c'est étonnant ça. Lorsque nous sommes arrivés en 2017, la première des lois qu'ils ont passées, c'est la loi sur les ordonnances travail. Ordonnance travail, où ils nous ont dit, ben voilà, on va vous rendre du pouvoir d'achat, des choses comme ça, on va baisser les cotisations. En fait, quand ils baissent les cotisations, ils vous volent du salaire différé. C'est votre salaire que vous avez, que vous travaillez plus. C'est ça, les cotisations. Et les cotisations, elles servent justement à payer votre retraite. Donc, ils ont organisé ce qu'ils disent aujourd'hui. Ils ont organisé, fait la chose. Ils organisent d'autres choses, après, je vous en parlerai un petit peu. Et puis, comme ils n'ont pas peur des choses, ils se disent, de toute manière, si on a un déficit dans la caisse des retraites, on ira ponctionner dans la caisse de la Sécurité. Hier encore, ils m'ont encore redit. Et ça va être relativement grave, comme ça, ils vont mettre tout notre système social à plat. Et c'est de toute manière ce qu'ils avaient prévu en arrivant. Mais là, ils y arrivent encore pas. Alors bien sûr qu'il y a
des solutions, c'est justement garder ces cotisations. Pour avoir plus de cotisations, eh ben, peut-être qu'il faut arrêter de supprimer des fonctionnaires, hein, puisque quand même Macron, il a indiqué qu'il allait faire le plus grand plan social du quinquennat, 120 000 fonctionnaires en moins, et c'est autant de cotisations qui sont perdues. Et puis, si on augmente ne serait-ce qu'1% des salaires, on récupère 2,5 milliards d'euros dans les caisses de retraite. Et puis, ne serait-ce que, par exemple, l'égalité homme-femme, ça c'est 6 milliards d'euros. Donc on a déjà 8,5 milliards. Vous augmentez de 2%, vous avez 5 milliards. Voilà. Donc il n'y avait déjà pas de déficit aujourd'hui. Et sinon, les gouvernements précédents, notamment depuis Jospin, avaient prévu notamment le déficit démographique qui existe aujourd'hui. Ouais, plus d'anciens, c'est-à-dire que la génération des boomers arriverait à la retraite en ce moment. Ils avaient prévu ça. Ils avaient mis de côté 30 milliards dans les caisses de retraite et 114 ou 116 milliards dans les caisses de retraite complémentaires. Donc il y a quelque chose. La réserve, selon le corps, serait de 127,4 milliards d'euros. On arrive facilement à faire la projection de 2040 avec ça. Et puis, il y a quelque chose qui s'appelle la caisse d'amortissement de la dette sociale, le CADES, qui avait été mis en place notamment par ces gouvernements, et c'est la CRDS. Et la dette, elle, sera épongée, hein, la dette, qui parle de dette, c'est pas une dette, épongée vers 2024. Ça veut dire qu'à partir de ce jour, de 2024, on a une manne financière de 24 milliards d'euros qui arrive. Donc il n'y a pas de problème de déficit. La culpabilisation, notamment de la PLB, quand elle culpabilise les travailleurs et les travailleuses en leur disant vous cotisez et nous changeons ça pour que vos enfants aient des retraites, c'est absolument lamentable parce que ça n'existe pas. Ce problème de financement n'existe pas. Et enfin, le système par points, on peut économiser 8 milliards d'euros sur les régimes spéciaux. Alors aussi, c'est faux, parce qu'il y a des gens qui sont à la retraite et puis leur entité professionnelle n'existe plus. Moi, je suis dans la commission culture et éducation et dedans, j'ai les médias. L'ORTF, c'est fini. Sauf que là, effectivement, le ministère est en train de créer l'ORTF 2.0, mais les gens de l'ORTF sont toujours là. Il y a des gens en retraite, il faut bien leur payer leur retraite. Et donc ça, c'est la solidarité nationale qui le fait. Vous avez les mineurs. Les mineurs, il y a, là j'ai des chiffres, il y a plus de 150 000 mineurs à la retraite aujourd'hui. Il y en a plus que 10 000 en activité. Donc il faut bien, à un moment donné, leur payer la retraite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est la solidarité nationale qui le fait. La bataille parlementaire, elle est menée par notre groupe et le groupe communiste aussi. Ce sont vraiment les deux groupes qui sont en pointe sur cette bataille parlementaire, sur un texte qui est complètement, j'allais dire truqué, mais c'est le vrai mot, truqué, parce que c'est un texte à tronc. Il a une étude d'impact complètement tronqué. Derrière, on a le Conseil d'État qui dit au rapporteur et au gouvernement votre texte est pour le moins lacunaire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espaces vides, il y a beaucoup de choses qui seront décidées plus tard. Et pour ça, il prévoit de faire 29 ordonnances. 29 ordonnances. Alors au début du mandat, on a voté le fait, c'est pas moi j'ai rien voté, j'ai voté contre. Ils ont voté le fait qu'ils puissent décider par ordonnance. Et du coup, l'ordonnance, c'est un peu comme le 49.3 on vote l'ordonnance. Donc en fait, comme la majorité est là, il n'y a aucun problème. La concertation de financement, vous en parlerez sûrement un peu plus, les syndicats, mais c'est complètement improvisé comme truc. C'est effectivement quelques-uns de leurs supplétifs qui ont posé cette idée-là. Ils ont dit, écoutez, oui, on va faire ça, c'est une très bonne idée. S'ils n'avaient pas un tout petit peu soufflé quand même. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je me dis, tiens, pourquoi pas? Mais sur quelle base? Qu'est-ce que c'est le retraite à points? Sur quelle base on saurait faire pour pouvoir essayer de dégager un système à l'équilibre qu'il est déjà? À mon avis, on ne toucherait rien. Déjà, pour l'instant, on n'aurait pas de problème. Et puis, moi, je vous rappelle que notre proposition, c'est la retraite à 60 ans, 41 annuités. Ça, c'est pour l'instant. Et après, ce serait redescendre et revenir à ce que nous avions avant.
Alors, il a réussi, ce gouvernement, à se mettre tout le monde, les travailleurs, mais aussi le patronat. Parce qu'il y a des moments où ça ne va plus du tout, surtout pour les PME. Alors pour le CAC 40, là, ça va très bien, mais pour les PME, ça ne fait plus du tout. Dernièrement, là, c'est la semaine dernière que j'ai rencontré dans la même après-midi, en premier le MEDEF et ensuite la CGT, en Ariège, à Pamiers, et les deux étaient vent debout contre la suppression notamment de la CARSAT. 900 emplois moins, quand même. Pour le MEDEF, c'était le seul endroit de concertation qui restait encore à peu près en place, et pour la CGT, effectivement, c'est 900 emplois. Et dans cette concertation de financement, on dit on va se concerter entre le syndicat, patronat et le gouvernement, mais surtout le syndicat et le patronat. Mais pareil, dans les ordonnances travail de 2017, ils nous ont dit aussi un article qui dit que si cette négociation paritaire n'aboutit pas, eh bien c'est le gouvernement qui reprend la main. Alors en fait, l'idée, comme pour l'assurance chômage, c'est d'organiser le consensus, surtout pas le consensus, c'est d'organiser le dissensus, et pas le consensus. Parce que c'est l'intérêt du gouvernement que les gens ne s'accordent pas sur un texte. Et comme ça, lui peut faire ce qu'il veut. Et il le dit, écoutez, vous n'êtes pas arrivé à votre temps, donc voici comment sera l'assurance chômage, et plus tard, ce sera voici comment seront les retraites. Ce texte n'était pas du tout celui qui était prévu, alors c'est vrai que ça commence à tanguer dans la majorité, parce que c'est pas du tout dans le programme du président de la République. Lui, il avait dit, nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite et nous ne baisserons pas les pensions. Et là, il fait les deux. Voilà. Alors, comment nous réagissons, nous, parlementaires de l'opposition, de cette opposition-là? Parce qu'il faut que vous sachiez des choses. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé là, depuis très peu. Lundi, on fait une motion référendaire. Donc, il faut qu'on soit tous là. Donc là, pour le coup, communistes, socialistes et nous, motion référendaire, on est là. On peut la signer. Elle est mise au vote. Ça passe pas. Et on dit, on va faire une motion de censure. Nos amis communistes disent oui, ok, on l'a fait, motion de censure, communistes insoumis, et les socialistes avaient dit oui, on la signera, mais au dernier moment, les socialistes nous disent non, nous ne la signons pas. Et voilà, donc, et puis derrière, vous avez des motions de rejet. Donc nous, notre motion de rejet est rejetée, donc elle ne passe pas, mais la motion de rejet de la droite, hier j'étais sur un plateau sur CNews, et j'ai demandé à Constance Lupin, qui est députée LR, je lui ai dit, mais pourquoi, quand vous posez une motion de rejet, il y avait un quart des députés LR, alors que nous étions tous là, les communistes aussi, les socialistes, à peu près tous, et qu'il y avait seulement 140 députés LREM, pardon. Ça veut dire que s'ils étaient là tous, et avec nous, les communistes et les SOS, on rejetait le texte. On rejetait le texte, il devait repasser en commission. Ah, effectivement, on n'a pas su quoi répondre, mais voilà, c'est un problème. Et moi, j'ai parlé avec le patron qui me dit, oui, effectivement, là, il y a eu un petit couac. C'est un énorme couac, parce qu'à partir de ce moment-là, on pouvait rejeter le texte tel qu'il était, et donc de revenir en commission. Et il ne le passait pas, le texte, d'ici l'été. C'est ce qu'ils veulent, qu'il le passe d'ici l'été. Alors, cette réforme est bien sûr inique, c'est une réforme absolument ordolibérale, et qui est rejetée par la majorité des Français, mais quelle que soit la classe sociale, une très grande majorité des Français le rejettent en ce moment. Et lorsque nous parlons d'obstruction, je ne sais plus, c'est ce matin, ils nous ont balancé 700 000 amendements, on aurait fait 700 000 amendements. C'est impossible, parce qu'il faudrait qu'on sous-amende, mais on ne peut pas se sous-amender. Voilà, donc c'est impossible. C'est-à-dire que le niveau de discussion en ce moment est en train de baisser même en dessous du niveau. C'est-à-dire que le niveau intellectuel frise le bac à sable. Pour balancer qu'on fait 700 000 amendements, il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout aucun argument. Quand on fait des amendements sur une virgule, mais écoutez bien ce qu'on dit. On parle que du fond. Bien sûr qu'on s'en fout de la virgule, mais on ne parle que du fond, de la société que nous voulons et de la société que eux construisent. Et pas du tout la même. Voilà ce que nous faisons lorsque nous faisons ça. Et lorsque eux disent eh bien, on va vous réduire votre temps de parole par 2, ils ont le droit de le faire. C'est dans le règlement, ils ont le droit de le faire, ok. Mais comme nous, on met 40 minutes amendements, on a le droit de le faire aussi.
Et ça s'appelle la démocratie. Encore la démocratie, pourvu que ça dure. Mais si on le fait, c'est qu'on peut le faire. Et si on le fait, c'est parce qu'on ne veut surtout pas de ce texte. On ne veut pas de ce texte, donc on va tout faire pour que ce texte ne passe pas. Alors, on a posé des solutions. Eux, ils rejettent toutes les solutions en politique. La seule qu'ils veulent, c'est le repart de l'âge du départ et la baisse des pensions. Voilà, ils sont partis sur ces deux axes-là et ils ne démordront pas là-dessus. C'est pour ça que vous me direz après la CGT où est-ce qu'on en est aujourd'hui. J'ai cru comprendre qu'il y avait un ultimatum, que les gens étaient partis, mais qu'après il y a un ultimatum finalement qui a été posé. Derrière, donc le principe des cotisations, je vous ai expliqué, on vous explique que les cotisations sont insuffisantes parce qu'on les a baissées en 2017. Et ce qu'on peut savoir maintenant, c'est que tout ceci fait partie d'une casse généralisée qui est en train de s'imprimer. Et grâce à eux, maintenant, on sait que ce que nous avions, ce n'était pas des acquis sociaux, mais des conquis sociaux. Et c'est pas du tout acquis. C'est pas du tout acquis, ils sont en train de le prouver. Alors, ça craque de partout, les enseignants, les avocats, la raffinerie, les médecins, les Banque de France. Et donc, je vous l'ai dit, avec la CASA, même le petit patronat, les vents debout contre cette réforme, il y a 70% des Français qui le souhaitaient ce référendum. Et donc, eux sont majoritaires à l'Assemblée, mais absolument minoritaires dans l'opinion publique. Et donc, ils ont posé une commission spéciale qui s'est mal terminée, puisque c'est un échec, elle n'a pas abouti. Le Conseil d'État, lui, a dit que le texte était, je vous l'ai dit, pour le moins lacunaire, mais surtout qu'il récusait le fait d'universalité et des choses comme ça, parce que c'était pas vrai, puisqu'il y avait déjà des professions qui étaient hors cadre. Donc, à partir de ce moment-là, ça n'était plus du tout universel. Donc, nous avons posé 40 000 amendements et ils ont dit 700 000. On est dans une dérive anglo-saxonne, c'est du Trumpage. Ils nous trumpent. Ils nous trumpent. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près, ils essaient de baisser le niveau de réflexion des Français au niveau de Trump. Nous, ça va encore, on est encore un peu au-dessus, j'espère que ça va durer. Et donc, ces arguments-là sont faits pour justifier le fait qu'ils vont peut-être utiliser le 49.3 qui fait qu'on n'aura plus notre mot à dire. Et donc, il faut qu'ils inventent des arguments. Et dire, non, ils en posent 700 000, c'est pas possible qu'on fasse le truc en temps et en heure, mais même avec 40 000, ça passait pas. Et puis, on est 17 députés. 17 députés chez nous, il y en a 16 chez les communistes, il y en a quelques-uns, c'est les socialistes qui bougent aussi. Et donc, on peut répondre aux amendements des autres. Et donc, on répond. Et on prend le temps. Et on prend le temps de débat parce qu'on a le droit de le faire et parce qu'on va le faire. Et on continuera à le faire. C'est comme ça que fonctionne l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Comment fonctionne l'Assemblée nationale? Quand vous voyez, je voudrais juste une petite insiste là-dessus, quand vous voyez des bancs clairsemés, pas seulement sur cette loi ou ailleurs, quand on est 17, si on est tout le temps 17, au bout de 2 ans, il y a environ 10 morts. Parce que c'est pas possible, hein, physiquement. Mais en plus, si on est là, on n'est pas ailleurs. Par exemple, on n'est pas là ce soir. Je ne suis pas là ce soir. On n'est pas ailleurs dans nos missions, dans nos territoires. On n'est pas ailleurs dans les autres missions qu'on a sur les groupes d'études, les groupes d'amitié, les travaux, les commissions. Moi, je suis de la commission éducation, culture. Éducation, culture, jeunesse, association, sport, enseignement supérieur, recherche, innovation. Ça va? Donc, juste ça. Après, je suis dans plusieurs groupes d'études. Je suis dans la commission conseil d'orientation prévention des risques majeurs. Je suis vice-président du groupe d'amitié France-Canada, France-Russie, France-Chine, France-Équateur et Jean-Louis, mon attaché qui est derrière. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc heureusement, si on était tout le temps dans l'hémicycle, ça veut dire qu'on serait Godillot. Et nous, à 17, on ne peut pas se permettre d'être tout le temps dans l'hémicycle. Pourquoi? Parce que si on est 17, il y en a 18 à la bibliothèque. Donc à côté de moi je suis tout en haut, là il y a un pigeonnier. Et il y a une dame qui coche et qui dit, oh, ils sont 9 insoumis, 8 communistes, 3 socialistes, voilà. Et donc, elle appelle, elle appelle des gens, soit qui sont à la buvette, soit qui sont dans leur bureau, ils sont 300, donc on ne sera jamais majoritaire, sauf quand ils font une connerie comme l'a dit. Et là, c'est la droite qui peut contrer le truc. Et la droite, elle ne le contre pas. Elle ne le contre pas parce que, finalement, hein, ce projet de retraite leur va très très bien à la droite. Donc voilà, je vais finir. Donc,
Ce projet de retraite, il est ni égalitaire, bien entendu, ni équitable, ni universel, ni équilibré. Il est surtout pas sérieux du tout. Il est surtout pas sérieux du tout. Et par contre, il est significatif d'un choix de société. C'est véritablement un choix de société. C'est avant, par exemple, quand nous travaillions, on disait « je suis très content que d'autres travaillent. Je suis très content que des jeunes aient du travail parce qu'ils vont pouvoir payer ma retraite par répartition. » Il y avait un principe de solidarité. Maintenant, derrière ce texte, ce sera pourvu qu'il n'y ait pas grand monde dans ma génération. Vous voyez ce que je veux dire? Le nouveau paradigme, c'est celui-là. Pourvu qu'il n'y ait pas grand monde dans ma génération, parce qu'il va falloir que je partage cette part de gâteau. Et moins il y aura de monde, plus j'aurai d'argent. Voilà comment le nouveau paradigme. En fait, c'est un bouleversement carrément républicain. La République, normalement, était responsable et protégeait ses citoyens. Là, il y a un paradigme qui monte, qui dit que vous, citoyens, vous êtes responsables de ce qui vous arrive. C'est-à-dire que si vous êtes malade, c'est votre faute. Vous n'avez qu'à payer pour être... Et si vous n'avez pas de retraite, c'est votre faute. En fait, tout est en responsabilité. Vous auriez dû prévoir. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas notre choix de société. C'est pas notre République. Ça, c'est pas la République des Lumières. C'est une République ordolibérale qui est à la botte, même plus que les technocrates, une espèce d'oligarchie qui, elle, rend normal ces choses-là. Elle rend normal le fait que des gens qui ont 3 000 euros s'organisent pour taper sur des gens qui ont 500 euros, et tout ça dirigé par des gens qui ont gagné 150 000. Vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui ont gagné 150 000 organisent le fait qu'en bas, ça se tape bien entre eux. Et puis derrière, on dit fatalitas, austérité, on n'a plus de pognon, il faut serrer la ceinture. C'est pas vrai, on a pas mal d'argent. Le CICE n'a pas rapporté le million d'emplois qu'il veut rapporter. Et les niches patronales, c'est 72 milliards d'euros. Donc, l'évasion fiscale, c'est 80 milliards d'euros. 80 à 100 milliards d'euros. Donc à partir de ce moment-là, il y a effectivement les moyens de notre solidarité. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une dérive, bien sûr, autoritaire, c'est un individualisme qui est en train de se mettre en place. Nous étions partis sur une république depuis le CNR, meilleure, plus solidaire, alors qu'aujourd'hui on essaye d'avoir une république start-up, compétitive. Seulement, moi, je ne suis pas l'employé de M. Macron et vous non plus. Et la France, ce n'est pas une entreprise. La France, c'est un pays qui s'est construit. Et ce qui construit la France, c'est l'action politique. S'il y en a qui sont en mal d'identité, on va leur rappeler que notre identité, elle est née un soir de juillet 1789. Et que ces piliers s'appellent liberté, égalité, fraternité. Et que la laïcité est le ciment de ces 3 piliers. Voilà, si vous cherchez une identité, elle est là, notre identité. Elle n'est pas religieuse, elle n'est pas ethnique, elle est politique. C'est pour ça que la France ne peut pas être une société commerciale. Voilà, je vais finir pour vous dire que Victor Hugo disait « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Alors le combat continue et jusqu'au retrait de ces textes. Voilà, merci. Oui, moi je voudrais placer la discussion sur les origines de la sécurité sociale. Parce que bon, là on est à un épisode important, certes, mais de temps en temps, pour comprendre où on va, où on est, il faut savoir d'où on vient. C'est le Conseil national de la résistance, dans son programme Les Jours heureux, qui a fixé un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail. Ce sont les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 qui visaient à remplir cet objectif. Je signale quand même qu'on met la sécurité sociale en place alors que la France est ruinée, exsangue. Elle sort de la guerre, de 5 années de guerre, et ça n'a pas empêché de créer la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, on a amplement plus les moyens que la France de ce jour. Alexandre Parodi et Pierre Laroque, hauts fonctionnaires, et Ambroise Croizat, syndicaliste CGT, puis ministre du Travail du gouvernement provisoire du 21 novembre 1945 au
au 26 janvier 1946, ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 26 janvier 1946 au 4 mai 1947, parce qu'après il n'y a plus de ministre communiste. Ils sont, eux, les pères de la Sécurité sociale. Dans son premier discours à l'Assemblée nationale, le 3 décembre 1945, Ambroise Croizat affirme les priorités qui doivent constituer la sécurité sociale et la retraite des vieux travailleurs. Il faut en finir, disait-il, avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Nous ferons de la retraite non pas une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Il voulait une retraite basée sur les meilleures années de salaire. Cela s'est traduit quelque temps après par la référence aux 10 meilleures années, mais avec la loi Balladur de 1993, déjà, ce furent les 25 meilleures années, entraînant une baisse des pensions. Le système était, à ce moment-là, prestations définies et cotisations définies. La création de la sécurité sociale avait fait disparaître la capitalisation qui préexistait et qui ne marchait pas vraiment bien. Certains auraient bien aimé que les principes restent des principes et que la Sécu ne voit jamais le jour concrètement. C'est Croizat qui se mit au travail pour appliquer réellement la sécurité sociale jusqu'à la loi de création de mai 1946. Et la sécurité sociale a démarré dans la foulée. Il rejeta les tentatives de construire la sécurité sociale à partir d'un financement par l'impôt. On y est. Par opposition à ce qu'avait fait Lord Beveridge en Grande-Bretagne, où les médecins ont été fonctionnalisés. Ce sont tous les militants CGT qui ont travaillé pour faire exister la Sécu partout dans les territoires. C'est un élément déterminant. Le patronat, réorganisé après la dissolution de la Confédération générale du patronat français pour collaboration avec l'ennemi, c'est un point important, est toujours quand même hostile à la Sécu. Les ordonnances de 67, sous De Gaulle, préparent la revanche du patronat et imposent le paritarisme, c'est-à-dire l'égalité de représentation patronat-syndicat, en lieu et place de la majorité au syndicat, qui était de 3/4 pour les syndicats d'ouvriers et 1/4 pour les patrons. Et là, ça change. Un travail de ça était lancé et il l'a continué. Il crée les 3 branches de sécurité sociale: santé, vieillesse, famille. On divise. En 2007, Denis Kessler, proche de nous, du MEDEF, le modèle social français, c'est ses paroles, est le pur produit du Conseil national de la résistance, sur quoi il n'a pas tort. Un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer. La volonté était au départ que la Sécu soit gérée par les intéressés eux-mêmes, par les travailleurs. Or, les dernières élections se sont déroulées en 1962. En 1983, rétablissement des élections à la Sécu, mais ce seront les dernières élections. Aujourd'hui, on n'en parle plus. En 1996, réforme Juppé, créant les lois de financement de la sécurité sociale. Et là, on est à l'étatisation. PLFS. Le PCF soutient et participe au mouvement actuel contre la réforme des retraites du gouvernement. Ce n'est pas la première réforme des retraites, mais c'est certainement la pire de ces 30 dernières années. L'objectif est de bloquer les ressources affectées aux retraites à 14% du PIB, voire moins, alors que les besoins vont croître durant les années à venir pour décroître ensuite, parce que c'est l'effet baby-boom, l'effet papy-boom aujourd'hui. Le système, par points, remet en cause la retraite par répartition et la solidarité par l'individualisation des personnes. La baisse des pensions en serait la conséquence principale. À l'Assemblée nationale, les 11 députés PCF interviennent autant qu'ils le peuvent pour combattre ce projet de loi. Ils ont déposé 12 500 amendements à la loi. Le lundi 17 février a commencé à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi sur les retraites. Pierre Daréville,
députés communistes, a proposé une motion de rejet préalable, mais elle a été repoussée par 145 voix contre 70. 67% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum sur le projet de loi de retraite. Mais la motion référendaire déposée, Michel l'a dit, par les députés communistes a aussi été rejetée par 160 voix contre 70. Il n'y a pourtant pas d'autre solution pour sortir de la crise actuelle que de soumettre le projet de loi sur les retraites à la décision du peuple. Une pétition dans ce sens a été lancée. Et moi, je voudrais intervenir un peu plus sur le plan syndical au nom de la CGT. Donc, depuis le 5 décembre dernier, notre pays vit au rythme des mobilisations populaires contre le projet de réforme de retraite du gouvernement. Ce projet n'est, comme ça a été dit déjà par mes deux camarades, ni juste, ni simple, et avant tout inutile pour résoudre le soi-disant problème de financement des retraites. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que le gouvernement, malgré une opposition massive, qui s'élève quand même, il y a 67% aujourd'hui de l'opinion publique qui est contre cette réforme des retraites, et malgré ça, le gouvernement refuse de débattre des contre-propositions qui sont faites par les organisations syndicales et notamment par la CGT qui est en lutte contre ce projet, donc je le rappelle, depuis le 5 décembre. Même si des améliorations peuvent et doivent être apportées à la sécurité sociale, mise en place, comme ça a été dit par Ambroise Croizat, au sein du gouvernement du Front populaire en 1945, ce système a quand même fait la preuve de son efficacité jusqu'à nos jours. Et ce n'est pas terminé, il n'y a pas, comme ils l'entendent, un déficit. Le monde entier, d'ailleurs, nous envie notre système de sécurité sociale et compte aussi beaucoup sur nous pour le défendre et pour empêcher les mesures, la réforme de Macron. Pourquoi aujourd'hui devrions-nous alors remettre en cause un des principes fondamentaux de notre sécurité sociale, qui est le suivant: chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Il me semble que ce principe est plus empreint de solidarité que celui de Macron qui dit « chaque euro cotisé ouvrira les mêmes droits à chacun ». Autrement dit, tu auras la retraite que tu auras pu te payer. C'est d'ailleurs sur la base de ce second principe mis en place en Suède qu'en 20 ans, le nombre de personnes de plus de 65 ans vivant sous le seuil de pauvreté a atteint 16%, soit le double de ce qu'il est en France. En Allemagne, pays souvent cité en exemple par la droite et les grands médias, ce taux avoisine les 19% et le place comme leader européen en la matière. Les causes en sont, comme en Suède, un système de retraite par points. De plus, le gouvernement, non content de rester sourd à la contestation populaire, entend berner les députés en leur demandant de valider une loi ordinaire qui n'est en fait qu'une coquille vide. Car la loi organique qui suivra fixera tous les principes. Ceux-ci seront fixés par ordonnance et par décret. C'est-à-dire que les députés ils votent sur une loi qui supprime simplement notre système de sécurité sociale aujourd'hui tel qu'il est par répartition et valide le système par points. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Enfin, je voudrais aussi affirmer qu'après la réforme du travail, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de Macron sur les retraites est la dernière étape avant la casse pure et simple de la sécurité sociale dans sa totalité, avec tout ce que cela comporte comme régression sociale pour tout notre pays. C'est dire l'impérieuse nécessité de faire échec à ce projet. Il a été parlé tout à l'heure, je crois que c'est Michel qui le disait, du démantèlement des CARSAT. Les CARSAT,
les caisses de retraite et de santé au travail, qui sont les anciennes CRAM. Il y a déjà des dispositions qui sont prises dans ce sens-là. Les CAF, il y a beaucoup de caisses d'allocation familiale qui ont été supprimées, et aujourd'hui, c'est la CARSAT, c'est la Sécu, ni plus ni moins, qui est supprimée. Si on supprime ces caisses, c'est bien que derrière, c'est tout le système de sécurité sociale qui va être foutu en l'air, qu'ils veulent supprimer. Et ça va tout à fait en cohérence avec la loi qui est en train d'être proposée par Macron. C'est une loi dont les fonds de la sécurité sociale, il parle toujours de sécurité sociale, mais est-ce que ça va en être une? Ce système de sécurité sociale ne va plus être géré ou que très très peu par les salariés, mais va être géré par le gouvernement, parce que le budget va entrer dans le budget de l'État. Aujourd'hui, dans le système qu'on a, tout ce qui entre dans la sécurité sociale est utilisé pour la santé, pour les accidents de travail, pour la famille. Voilà, c'est que pour des choses qui ont une finalité sociale dans un cadre bien déterminé. Avec le système qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, les fonds qui vont rentrer dans le budget de l'État pourront être utilisés pour fabriquer des sous-marins nucléaires. Rien ne les empêchera. Je pense qu'il faut bien mesurer cette chose-là et l'importance de se battre pour empêcher un tel désastre. En ce qui concerne le budget, il n'y a pas d'urgence budgétaire. En 2018, le déficit du système de retraite était de 2,9 milliards d'euros. Ça représente 0,12% du PIB. 0,1% du PIB. Selon les prévisions du corps, le Conseil d'organisation des retraites, le déficit se situerait entre 7,9 et 17,2 milliards en 2025, ce qui représente un déficit de 0,3 à 0,7% du PIB. Quand on sait ce que c'est le PIB, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer trop là-dessus. Tout d'abord, ce déficit ne s'explique pas par un problème inhérent de notre système, ni un excès de générosité comme tente de le faire croire le gouvernement, mais simplement au papillon et à la dégradation du ratio cotisant-retraité. Parce que quand on a un chômage qui est au niveau de celui qu'on a en France, il y a forcément moins de cotisants. S'il y a moins de cotisants, il y a moins de cotisations et il y a moins de frais. Le taux de chômage est donc un des premiers responsables, ainsi que le niveau des salaires. Parce que je vais y revenir tout à l'heure, mais si on augmentait un petit peu les salaires, ça ferait beaucoup de bien aux caisses de la Sécurité. Mais dès 2001, ça a déjà été dit, il y avait un fonds de réserve des retraites en vue de préparer cette période, parce que tout le monde savait qu'il y avait eu beaucoup de naissances après la guerre, et qu'il viendrait un moment où il y aurait tous ces gens qui sont nés dans l'après-guerre arriveraient à la retraite, et que ça allait faire un décalage entre le nombre de salariés et le nombre de retraités. Et l'ensemble des fonds de réserve qui sont dans les caisses complémentaires et dans le fonds qui était prévu à cet effet, qui avait été mis en place en 2001, il y a aujourd'hui 150 milliards d'euros. Donc, c'est pas quand même, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire par rapport au déficit que je citais tout à l'heure du fameux de la caisse de retraite. La CGT a quant à elle un certain nombre de propositions à faire pour régler de façon pérenne le financement de la sécurité sociale et des caisses de retraite. Une revalorisation conséquente du SMIC, ainsi que l'égalité salariale femmes et hommes, et ça la camarade y reviendra tout à l'heure. Une augmentation régulière des salaires. Il faut savoir que 5% d'augmentation des salaires engendrerait 18 milliards de cotisations sociales dans leur ensemble et 9 milliards pour les retraites. Donc le trou, il est bouché déjà 3 fois.
c'est pas difficile si on veut le régler le problème. Mais je ne pense pas que le capital et les patrons soient tout à fait d'accord sur ce truc-là. Donc ça nécessite des bagarres des salariés dans l'ensemble des boîtes. Il n'y a même pas de problème à régler. Lutter contre le chômage et investir dans les emplois de qualité, parce que si on regarde l'emploi aujourd'hui, quand on voit la précarisation de l'emploi, ça fait quand même peur. C'est les CDD qui sont aujourd'hui la norme, alors qu'il y a une trentaine d'années, on était embauché à CDI et puis il n'y avait pas quasiment pas d'autres formes d'embauche. Aujourd'hui, on passe en CDD obligatoirement et quelquefois on fait des dizaines de CDD avant de trouver quelquefois un emploi stable. Augmenter les cotisations sociales pour stabiliser à long terme le système, mettre en contribution le capital. En conclusion de cette petite introduction, je voulais dire que nous avons de nombreuses propositions pour améliorer et pérenniser notre système de retraite. Le financement des retraites est avant tout un choix politique. Le gouvernement veut diminuer les pensions, augmenter l'âge de départ et ouvrir la voie à la capitalisation. Nous voulons garantir les pensions, fixer l'âge de départ et garantir le financement de notre système de retraite solidaire et par répartition. Ce sont bien deux enjeux de société qui s'affrontent. Nous mènerons le combat jusqu'au retrait et ferons tout pour convaincre tous les citoyens de s'engager dans cette lutte, car, comme le disait Ambroise Croizat, ne parlez pas d'acquis sociaux, parlez de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. Voilà, donc, en ce qui concerne la CGT, nous continuons le combat. Nous avions une manifestation encore hier, qui a rassemblé 20 000 personnes à Toulouse. C'est pas mal. Il faut savoir que ça dure depuis le 5 décembre dernier. Ça fait beaucoup de temps. Et il y a d'autres dates qui sont prévues. On avait une CE de l'Union départementale aujourd'hui. Il y en a une qui est prévue pour le 27 février sur la question des libertés syndicales qui sont quand même pas mal mises à mal. Il y en a une autre le 5 mars. Le 7 mars aussi, c'est sur la question des femmes, mais la copine y reviendra. Le 31 mars, il y a également une manifestation nationale interprofessionnelle qui est prévue. Voilà, donc des manifs, il y en a, mais il y a quand même une chose essentielle sur laquelle on n'est pas trop revenu, et j'espère qu'il y aura des questions qui se poseront dans la salle par rapport à ça, c'est le fait qu'il faut que dans les boîtes, l'action se développe, parce que si on veut vraiment faire plier le patronat, il a un portefeuille à la place du cœur, et c'est à ce niveau-là qu'il faut le toucher. Merci à toi. Merci d'abord pour l'invitation à ce débat. Parce qu'en fait, il n'y en a pas eu tant que ça, des débats organisés de manière unitaire avec à la fois des forces syndicales et politiques qui discutent. Parce que, comme on a affaire à un problème de société majeur, il faut qu'on ait une discussion majeure sur cette situation dans notre pays. Je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites parce que ça finira par saouler, mais quelques éléments. Premièrement, on parle là des retraites pour les travailleuses et les travailleurs travaillant en France. Leur cotisation, notre salaire est en jeu. Et quand on dit notre salaire, ça a été dit tout à l'heure, c'est notre salaire qu'on appelle différé, parce que nos cotisations ne sont pas des charges dont raconte le patronat, mais bien notre salaire qui un jour nous revient quand nous sommes à la retraite, ou alors quand nous sommes en arrêt maladie, ou un accident de travail, etc. etc. C'est de ça dont il s'agit. Et ce n'est donc pas la retraite des Français dont il s'agit. C'est bien la retraite des travailleuses et des travailleurs qui travaillent en France, donc des travailleurs étrangers. Je le rappelle, par ces temps troubles sur le sujet, tout ça est le fruit de notre travail collectif et individuel, et nous attendons bien que reviennent dans nos poches à un moment donné, quand les hasards de la vie font qu'on est malade, ou quand, pas les hasards, mais quand on a vie et qu'il faut s'arrêter de travailler, que cette solidarité entre travailleuses et travailleurs s'exprime par, en l'occurrence, un droit à la retraite. Nous ne sommes donc pas non plus des conservateurs, c'est-à-dire on n'est pas pour conserver un système
tel qu'il est maintenant, ça rien touché, parce que ce système-là, aujourd'hui, a de multiples défauts qui sont liés aux différentes réformes, plutôt contre-réformes des retraites, qui ont eu lieu, ça a été dit par le camarade du PC de la CGT, je crois, au fur et à mesure des années, quand on nous a attaqué pied à pied, la loi Fillon, la loi Sarkozy, avant la première loi, enfin, dont je me souviens quand j'ai commencé à militer en 1993, quand on fait passer les travailleurs du privé de 37 annuités et demie à 40 annuités, expliquant après, il y a une différence entre les travailleurs du privé et du public, puisque le public était lui resté à 37 annuités, ça c'est 95, etc., etc. Une machine idéologique comme ça qui se met en œuvre au fur et à mesure que le temps avance. Donc oui, on est pour, et je ne parlerai même pas du passage à 62 ans, de l'âge de départ, qui est un scandale sans nom. Nous sommes pour le retour à la retraite à 60 ans. Bien sûr que oui, et de trouver les financements nécessaires pour avoir le droit à la retraite à 60 ans à nos plein. C'est ça pour nous l'objectif politique. Bon. Est-ce que c'est faisable? Ça dépend du rapport de force entre les classes sociales en fait. C'est ça le problème. C'est que ça a été dit par le camarade du PC. Imaginez-vous à la Libération, la France est en ruine. La France est en ruine à la Libération. Et on trouve les ressources parce que le rapport de force était là. On trouve les ressources pour assurer ce truc qui devait paraître à ceux qui ont fait la guerre et ceux d'avant incroyable. On allait nous payer alors qu'on ne bosse pas. Donc déjà c'était le cas pour les congés. Il a fallu que ça rentre dans le crâne des travailleurs que c'était possible. Bon, ça a été possible à ce moment-là. Les pays capitalistes sont capables de se mobiliser à une échelle incroyable pour faire la guerre. Avec des milliards gaspillés, on ne serait pas capable de se mobiliser pour que nos vieux jours soient tranquillisés. Ça n'est pas du rapport de force. Voilà. Et pour ce rapport de force, je ne ferai pas de longue litanie, de toute façon, personne ne sait vraiment comment les mouvements sociaux se déclenchent et continuent, mais en tout cas, ce dont nous on est sûr, c'est qu'il faut impérativement maintenir l'unité de ceux qui veulent le changement de société, l'unité de ceux qui veulent, en l'occurrence, préserver et améliorer notre régime de retraite. Parce que si on est désunis, alors assurément nous perdrons. Si on est unis, c'est pas sûr qu'on gagne, attention. Bon, parce qu'on a forte affaire et qu'ils sont très unis, le patronat, le gouvernement, qui ont de l'argent, du temps, des moyens, et qui eux, n'hésiteront pas. Est-ce qu'on peut gagner? Bon, si on arrête maintenant, c'est sûr que non. Alors je crois que c'est, je ne sais plus qui c'est qui dit ça d'ailleurs, j'essaierai de retrouver, quelqu'un disait, quand ceux d'en bas ne veulent plus plutôt, et quand ceux d'en haut ne peuvent plus, alors c'est la révolution. Je crois que c'est Lénine d'ailleurs qui disait ça, merci, vous êtes ministre de la salle. Bon, c'est alors, je ne sais pas que Lénine a raison pour tout, bien sûr, mais cette phrase-là est extrêmement juste. Est-ce que ceux d'en bas, aujourd'hui, veulent de la réforme? La réponse est non. Est-ce que ceux d'en haut peuvent la mettre en œuvre? C'est les jours et les mois qui viennent qui vont nous le dire. Mais ce n'est pas écrit d'avance. La bataille parlementaire qui est menée par les députés de la France Insoumise du Parti communiste est précieuse parce qu'elle montre que dans la République en marche, des fois, ça tangue. Elle montre le mensonge. Elle montre aussi qu'il y a encore une démocratie vivante en France. Elles peuvent donner du courage. Mais ce qui va en donner d'autant plus, c'est si on arrive dans nos entreprises, dans nos collectivités, à mettre en mouvement les gens. Bon, vous regarderez à longueur de colonne, on dit, de toute façon, le mouvement s'épuise, on nous le dit d'ailleurs depuis le 5 au matin, et ça n'avait pas commencé, que c'était déjà épuisé sur le 5. Mais il est vrai que ça marque un certain pas. Mais là aussi, encore une fois, attention. On a connu dans l'histoire des mouvements qui semblaient se fatiguer, et puis un jour, l'étincelle vient. On est dans une espèce de mouvement rampant. Vous savez, il y avait ce qu'on a reconnu mai 68 par ici. Bon, moi, je me beaucoup dans le livre plutôt. Mais il y avait le mai français, puis il y avait le mai rampant italien, qui a duré des mois, des années. Bon, on a une sorte de chose comme ça qui se passe dans la société. Je ne vais pas faire ici un bilan du mouvement des Gilets jaunes, je suis bien capable d'ailleurs, mais quand même, depuis novembre 2018, par centaines, par milliers, quelquefois par dizaines de milliers,
des gens sortent dans la rue pour dire qu'ils n'en peuvent plus ce système. Alors ils ont mis des gilets jaunes, il y a des gilets rouges, des gilets bleus, des gilets tout ce que vous voulez qui sortent. Mais ça sort quand même. Qui a déjà vu ça dans notre société depuis longtemps? Bon. Est-ce que c'est la marque du Hurluberlu qui a décidé qu'ils ne sont jamais contents qu'ils sortent? Non, c'est la marque que dans notre camp social, il y a un désespoir qui se développe, mais il y a aussi un espoir autour de mouvements collectifs. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Bien sûr, c'est à ça qu'il faut travailler. Je l'ai dit dans l'unité. Dernier point, on n'aura jamais une occasion, je ne vais pas la rater maintenant, pour dénoncer avec force les violences policières qui s'abattent sur les manifestants, qui commencent à s'abattre sur les militants syndicaux, qui ne sont pas que des violences policières d'ailleurs, qui sont également des violences contre les militants syndicaux avec des procédures disciplinaires, en particulier contre nos camarades de la RATP et de la SNCF, et que tout ça, il faut bien comprendre que ces gens-là sont prêts à tout. Et nous devons donc bien comprendre que nous devons être unis pour faire face à ces gens qui sont prêts à tout. Et quand je dis prêts à tout, c'est prêt à tout. On a eu déjà des morts dans les manifestations en France. Nous avons eu, pendant le mouvement des Gilets jaunes, je crois que c'est 25 éborgnés, je suis désolé si je me trompe sur les chiffres, ils sont tellement effrayants, 5 mains arrachées, une dizaine de morts, beaucoup sur les ronds-points, mais avec une quand même qui a pris une grenade lacrymogène dans la tête à Marseille. Ça, c'est la France. Alors je sais, les Français, on n'aime pas bien se dire, mais non, c'est la France, son gouvernement, sa police, qui est en train de faire ça, et avec un dérapage généralisé dans la police française qui sort du cadre républicain. La police française est en train de sortir du cadre républicain. Si tant est qu'elle était un jour. Si tant est qu'elle était un jour, mais il y avait des garde-fous peut-être qui permettaient de l'endiguer. Bon, ça fait longtemps, je ne suis pas anti-flic par ailleurs, mais je sais bien comment ça se passe dans les commissariats et les gendarmeries. Mais là, on est dans un moment de dérapage. Il faut que nos organisations le disent avec force et ensemble. Voilà, il y a eu un moment de flottement, sur les gilets jaunes, il y a beaucoup de black blocs, je ne sais pas quoi, là, qui sont très violents, alors ils prennent sur la tête. Non, ce qui est en train de se passer, c'est que tous ceux qui lèvent la tête, on leur met des coups de bâton. Voilà. Et ça, dans l'histoire, regardez, vous verrez que ça finit rarement bien. Voilà, donc c'était ma dernière parole, mais qui ne résume pas évidemment l'ensemble du propos. Voilà. Bonsoir, moi je suis fonctionnaire territorial et je vais vous dire en quelques mots la conséquence de cette réforme sur les femmes. Parce que contrairement à ce que nous dit le gouvernement, les femmes seront les grandes perdantes de ce système universel pour 3 raisons principalement. Ce gouvernement s'attaque au dispositif qui permettait d'atténuer les inégalités de pension envers les femmes. Je vous donne un exemple simplement, les droits familiaux. Dans le privé, les femmes bénéficiaient au moment du départ à la retraite de 2 annuités par enfant. Dans le public, c'était une annuité. Avec cette réforme, eh bien, c'est 5% de la pension. Sauf que ces 5% sont à répartir entre le père et la mère. Donc, comme la plupart du temps, c'est ces messieurs qui ont un meilleur salaire que nous, eh bien forcément, 7% de 3 000 €, c'est toujours mieux que 7% de 900 €. Donc, ce choix-là se fera en faveur des hommes. Deuxièmement, la pension de reversion. Aujourd'hui, dans le privé, pour bénéficier de cette pension de reversion, on peut avoir toujours des femmes à partir de 55 ans, donc toujours en activité. Avec cette réforme, il faudra être à la retraite pour en bénéficier. Il supprime la pension de reversion en cas de divorce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui divorce percevra la pension de reversion de son ex-mari. Demain, ce sera terminé. Et ensuite, il y a le changement du mode de calcul. Le pourcentage sur les revenus sera revu à la baisse. Et ensuite, bien évidemment, le calcul de la pension en elle-même de retraite qui est calculé comme pour tout le monde
sur toute la carrière, et plus sur les 25 meilleures années pour le privé et les 6 derniers mois pour le public. Sauf que, là encore, nous les femmes, on est beaucoup plus impactées par des carrières hachées, par des temps partiels choisis et plus souvent imposés, et des interruptions de carrière pour les enfants, les congés parentaux, etc. On va travailler donc plus longtemps pour arriver à ce fameux âge d'équilibre. Et nous avons aussi des carrières plus courtes dues au motif que je vous donnais tout à l'heure. Il faut savoir aujourd'hui quand même que 40% des femmes partent en retraite avec une carrière incomplète. Déjà, là, à aujourd'hui. Alors, ils nous garantissent une retraite à 1 000 € pour une carrière complète. Qu'est-ce que c'est la carrière complète? Sachant, comme je vous le dis, que 40% des femmes aujourd'hui partent avec une carrière incomplète parce qu'elles s'arrêtent de travailler pour garder les enfants. Et d'autant plus dans pour le coup de la fonction publique, qui représente 63% des femmes travaillent dans la fonction publique. Eh bien, ils suppriment la pénibilité, la carrière, la catégorie active. Donc, ce qui concerne beaucoup les infirmières et les professions de santé. Donc, pour le coup, c'est un recul global sur